je vais commencer par te poser une question qui me semble traverser un peu tout ton travail. Donc, la question du témoignage. Est-ce que le dessin est pour toi une forme de témoignage? Ouais, ouais. Bah, je peux te raconter une histoire de fantôme qui a un rapport avec les témoignages, justement. Et, Volontiers. bah, bah, il se trouve ça avait débouché sur une série qui s'appelle Les Fantômes de la Défense il y a une dizaine d'années. Et bon, ça a démarré avec une invitation qui m'avait été faite par Barbara Villez, qui était à ce moment-là professeure à l'Institut des Hautes Justices et qui organisait une exposition autour du dessin d'audience. Et elle cherchait un point de vue extérieur. Elle a fait appel à moi. Ce qui fait que je me suis retrouvé parachuté à la cour d'assises, au cœur de la nef, pour le procès en rappel d'Ivan Colonna. Et donc j'y suis resté 3 jours à dessiner. Alors il se trouve qu'en fait, nous, on n'est pas du tout les dessinateurs de danse avec les journalistes. Hein, on est vraiment sous les magistrats qui étaient jurés à ce moment-là parce que c'était une affaire d'assassinat. La table à conviction à côté de nous et le témoin vraiment à 2 mètres. Et le premier jour où j'ai commencé à dessiner, c'est un jour qui a un peu fait basculer le procès un peu dans l'irrationnel. Et parce que simplement un des commandos avait décrit sa façon dont il avait tué le préfet Erignac, ce qui était une nouvelle chose. Et ce qui a absolument bouleversé en fait tout le procès. Donc je fais mes 3 jours, je redescends à Marseille et là j'apprends le lundi que suite au refus qu'il y ait une reconstitution sur place à Ajaccio demandée par les avocats de la défense, un refus de la partie civile, bah, tout le clan Colonna, donc avocat de la défense, Colonna lui-même aussi, boycotte le procès. Et la dernière semaine, c'est passé dans le vide. Euh, les dés étaient joués. Alors à ce moment-là, moi, je suis remonté. Je voulais absolument voir ça. Alors comme il n'y avait plus grand-chose à dessiner, on n'était plus très nombreux. Il restait Tinius à côté de moi qui faisait sa bande dessinée, Benoît Perruque qui travaillait pour l'AFP. Mais bon, tous les autres, voilà, avaient un peu, enfin, étaient plus du tout là. Et alors, ce qui s'est passé un peu, c'est que je me suis retrouvé un peu marabouté par la salle du dessus, euh, cette dite salle qui était la salle des archives et que le bâtonnier m'avait ouvert. Et il se trouve qu'il avait étalé en fait un échantillon de 3 siècles de dessins d'audience, euh, c'est-à-dire des dessins avant Révolution qui étaient plutôt des dessins de propagande. Et ensuite, les grandes affaires comme l'affaire Dreyfus, Humbert, puis jusqu'à Papon. Donc, j'y suis resté très longtemps à un peu disséquer tous ces dessins. Et ça a conditionné en fait toute ma semaine. Et j'ai commencé à charger en fait absolument tout ce que je voyais. Donc, c'est devenu de la caricature, vraiment très proche de ce que j'avais vu dans cette salle des archives. Et c'est devenu quasiment un jeu que de combler en fait le vide qui existait sur ma gauche. Le bocal était vide. Hein. Alors à ce moment-là, c'était une coïncidence assez heureuse. Il y avait cette rétrospective du vide à Pompidou. Ah oui. Ouais. Ah, bref. Et donc voilà, ce qui a donné lieu à cette série qui s'appelle Les Fantômes de la Défense. Et effectivement, le sujet qui était un peu le modèle vivant était plus là. Et ce qui a changé ma façon d'aborder le dessin, j'ai commencé en fait à regarder plutôt ce qui entourait le sujet, avec ce qui se traverse autour de lui, la façon dont est conditionné en fait le lieu, le lieu et ce que je vois, et de ce fait qui me conditionne aussi, euh, ce qui est devenu en fait une citation vivante. Donc voilà.
Il y a aussi cette question du dessin d'observation au sens, enfin, on bascule du témoignage à l'observation. Parce Mhm. que comme tu as eu cette expérience du vide, du fait qu'il n'y ait personne, mais qu'il y ait plein d'autres choses et qu'il y ait une tension, j'ai l'impression que ton dessin bascule vers une certaine forme d'abstraction dans le besoin de dessiner un va-et-vient entre toi, l'observateur, et une espèce d'objectivité, en fait, d'une réalité objective figurante d'une certaine façon. Et je pense à Symphonique Lava, dont j'ai le livre. Donc, tu as édité un livre ici. Mhm. Et on peut montrer quelques dessins. Par exemple, ça va de choses un peu organiques et presque, qui ressemblent presque à des animaux, à des éclatements, des striures, des dessins qui d'ailleurs sont présentés aussi, enfin qui étaient présentés à la galerie Sémiose, avec des espèces de formes de ronds en latex très mous comme celui que tu as derrière toi. On va en parler Ah tout oui. à l'heure peut-être. Ouais, ouais, d'accord. Et donc, voilà, des images comme ça. Et donc, en fait, tu as accompagné la compagnie du ZEREP. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu fais un dessin de témoignage, fais un dessin d'observation, mais tu détournes un petit peu ce, ce type très spécifique de dessin. Tu peux nous en parler un petit peu de ce projet? Oui, alors bah, ça s'est passé en deux temps. Alors, il y a eu d'abord la rencontre avec le ZEREP, la rencontre avec la façon dont il crée un spectacle. Et en l'occurrence, là, c'était les chauves-souris du volcan. Et j'ai été invité en tant que batteur dans ce spectacle. Ah, Euh, il se trouve qu'il y a eu une brèche, il y a eu une brèche au sein du spectacle même, euh, qui a ouvert un espace de dessin. Et le spectacle, je le commence en tant que spectateur. Pendant peut-être une vingtaine de minutes, je ne sais plus, avant de traverser la scène et de me fondre dans le décor pour jouer de la batterie. ouais. Et les dates se succédant ont fait que bah, je commençais à conserver des tas de choses qui se manifestaient à moi avant d'entrer sur scène, qui se manifestaient. C'est-à-dire le début du tableau, des choses qui restaient plus ou moins stables, des différences. Et ça a fait une sorte de répertoire, enfin, un catalogue de souvenirs, en fait, plutôt. Et quand j'ai amorcé toute la série de dessins, ça a eu lieu entre deux spectacles. Je n'ai jamais dessiné sur place, en fait. Et la façon dont j'ai fait revenir ça, alors déjà, c'était un désir de me coltiner à quelque chose qui était du dessin médiumnique. Quand on parle de ces dessins de Symphonique Lava, c'est comme presque c'est comme si tu dessinais le décalage de l'expérience d'être au cœur même du spectacle, de la compagnie du ZEREP, et le souvenir qui t'en reste. Donc, Mhm. c'est comme si tu essayais de dessiner plutôt le vague et le rapprochement que la chose même, qui est de façon euh, Mhm. assez insaisissable. De toute façon, quelque chose qui est assez insaisissable, mais tu peux dessiner de mémoire des choses très précises. Mais c'est comme si ça avait dessiné le décalage plus qu'autre chose, en fait. Et les Oui, matériaux oui. que tu as utilisés ont été particulièrement propices à ça, en fait. L'encre m'a servi à retrouver assez rapidement des figures et voire d'en faire naître. Et puis ce liquide de masquage que j'ai appliqué tout d'abord et qui me permettait en fait de créer des effets qui soient proches en fait de la fumée, en tout cas de manifestations physiques qui participent de la construction d'une image. Et en l'occurrence, c'était beaucoup utilisé dans les chauves-souris du volcan, hein. La lumière faisant partie aussi de ces effets. Donc évidemment, c'était un plaisir de retrouver en fait, pas enfin, de retrouver, mais aussi de trouver une figure en fait à ces sortes de formations physiques. Donc ça a été fait quasiment en dessinant la lumière par négatif avec ce liquide de masquage qui est en fait du latex qui sèche. Et ensuite, je m'occupais avec l'encre de constituer en fait le fond et des formes plus ou moins stables
Ça pouvait être des éléments du décor, comme un personnage. Et évidemment, quand je démasquais, une nouvelle image apparaissait, donc je pouvais remodeler sans cesse, jusqu'à atteindre à un moment donné ce qui me semblait en fait une image finie, c'est-à-dire une image assez vibrante à plusieurs vitesses. Et donc, du coup, là, tu es dans ton atelier à Aubervilliers. Il y a des Ouais. tableaux derrière nous. On peut en voir qui sont finis, pas finis. Je sais que c'est pas du dessin, mais bon, c'est vrai qu'il y a une sorte de passage entre les divers médiums que tu utilises. Il y a une espèce de question-réponse qui s'opère, j'ai l'impression. Est-ce que ces tableaux sont finis? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, juste comme ça, Là, par... c'est une sorte d'installation euh, bon, que je me suis faite dans l'idée un peu de, de tourner en rond en fait, et que tout ça ce soit comme des pistes d'atterrissage, mais qui sont un peu des choses intermédiaires, puisqu'en fait j'aime beaucoup le fait que, ne sachant pas parfois ce qui est vraiment la figure qui est en train qui est en train d'apparaître, le mieux par exemple c'est de la faire voyager dans un autre espace. Donc pour l'instant, c'est comme une sorte de lâcher de figure. Pour l'instant, c'est dans un principe enfin, c'est une installation qui est dans un principe, enfin, qui amorce un principe d'animation en fait. Et au fond, de passer d'un médium à l'autre me permet de vraiment tourner autour, parce qu'il s'agit à la fin de fabriquer un corps. La caricature, pour toi, est-ce que c'est quelque chose de fondateur? Tu y es arrivé? Comment est-ce que ça s'est produit? Bah, c'est tout d'abord un souvenir d'enfant, et qui est en fait un premier choc esthétique que j'ai eu en regardant la jaquette d'un film, qui était un film des années 60 qui s'appelait Ces merveilleux fous volants. Et c'était un dessin de Ronald Searle, qui est un caricaturiste anglais. Et tous les personnages en fait, du film sont caricaturés, et l'intrigue était assez frappante, parce que en fait, je me suis trouvé dans un jeu où en fait, je ne comprenais pas vraiment. En tout cas, j'étais plutôt attiré. Le jeu était plutôt une attirance, parce que à la fois je reconnaissais ces personnes, mais elles étaient déformées. Et ce qui m'a amené à en faire. Euh, et, bien que dans un jeu, en fait, j'essayais quand même de comprendre ce que c'était. Et puis, je pense qu'on était quand même assez conditionné par des dessins animés. Enfin, je pense par exemple à Cabu qui venait chez le club Dorothée, au club Dorothée pour dessiner Dorothée, et qui faisait exister en fait un double caricatural de notre chère Dorothée. Et évidemment, le grand geste qu'il y a eu quelques années plus tard, c'est Art Spiegelman qui l'a fait, c'est avec les Krados. Je trouve que chacun avait ses caricatures. Donc la caricature, en fait, a quand même été très présente. Et au fond, c'est dans ce jeu-là, en fait, que j'ai commencé à en faire. Alors au début, c'était effectivement des sortes de reproductions de cette image, enfin une imitation en fait de cette image que j'avais vue sur la jaquette. Donc je faisais les personnes avec des longs coups, jusqu'à ce que je comprenne ce que pouvait être d'équilibrer en fait les défauts de quelqu'un. C'est presque anti-esthétique, en fait, la caricature. Est-ce que c'est un aspect qui t'a intéressé particulièrement? L'aspect qui m'intéressait, c'était plutôt d'équilibrer avec euh, justement par rapport à un visage, euh, d'équilibrer avec des impulsions contradictoires, c'est-à-dire des formes qui partent dans des directions, et, et de s'imaginer que cette chose-là puisse exister dans l'espace. Euh,
tout en essayant, alors évidemment, la démarche serait en quelque sorte un peu changée puisque la personne serait alourdie par ses défauts, mais tout le truc, c'est d'essayer de la faire marcher en fait. Je voulais te demander aussi, est-ce que, enfin, tu as parlé pas mal d'influences très fortes à un niveau artistique. En fait, l'une qui est ta rencontre avec André Raffray. Je pense que ça nous fera revenir au début en fait à cette question du témoignage, de l'observation, de la narration aussi, de raconter et d'historiciser. André Raffray, ça a été vraiment important parce que c'est arrivé à un moment donné où voilà, la question de l'observation m'intéressait et surtout de la mémoire. Et il se trouve que lui, c'est un peu le maître dans l'art de se promener sur le chemin des chefs-d'œuvre des autres. Et parce qu'il restitue des tableaux crayons de couleur au millimètre près. Alors bien que s'entourant en fait de photographies, s'aidant de la projection de diapos, ces dessins sont vraiment chargés de l'expérience qu'il fait devant un chef-d'œuvre. Et il a des techniques de mémoire, il fait des prises de notes, des lignes. Et je pense qu'il regarde un peu les chefs-d'œuvre comme des plans de métro, c'est-à-dire que les singularités du tableau sont un peu les rendez-vous. Pour moi, c'est un explorateur et c'est vrai qu'on avait passé une après-midi à discuter d'observation, de techniques de mémoire. On avait ce goût aussi pour le voyage dans le temps, donc, dont on pensait que c'était. Dont on s'était mis d'accord assez vite pour dire que le retour était problématique. Et donc, on s'inventait des parades comme ça pour imaginer le retour d'un voyage dans le temps. Revenons un petit peu sur cette idée je sais pas, de lecture. Je suis assez curieuse de savoir ce que tu lis, ce que tu regardes. Est-ce que Mm-hmm. tu as des auteurs qui t'accompagnent, des cinéastes? Oui, alors, mais je pense à autre chose aussi là. Je pense à autre chose, ouais. Ouais, qui est plutôt le rôle de la musique dans euh, du collectif, parce que j'ai plusieurs projets, Oui, plusieurs groupes, ouais. et effectivement après j'ai repensé évidemment l'instrument même, euh, qui est la batterie, et il se trouve que j'étais tombé sur le fait que, bah, telle qu'elle apparaît, euh, c'est-à-dire caisse claire, 3 tomes, les cymbales, telle qu'elle apparaît depuis un siècle. Euh, bon, bah, elle provient d'un moment où le collage moderniste est arrivé, par exemple. Euh, Ou pardon, je n'ai pas saisi. où le collage moderniste est arrivé. En fait, la batterie, telle qu'elle existe comme ça, c'est en fait un véritable collage moderniste. Et parce que bon, les tomes viennent d'Afrique, les cymbales viennent d'une culture très lointaine de la Chine. La grosse caisse a été inventée au XVIe siècle en Turquie. La caisse claire, c'est plutôt un rapport avec les régiments militaires du 19e. Le Charleston, ça provient de la Grèce antique. Et il se trouve que la réunification de tout ça, en fait, a eu lieu au moment où le collage est arrivé. Ouais. Donc, c'est assez intéressant de jouer sur un collage de l'art moderne. Penser à une autre question que j'avais pour toi, parce que tu viens de me faire l'histoire de la batterie. Et je me suis dit, est-ce que tu es féru d'histoire ou est-ce que c'est des matériaux, des projets qui te font remonter dans le temps? En deuxième année, je faisais de la peinture. Et il se trouve que les tâches au sol, en fait, étaient beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus réussies que mes tableaux. Ce qui m'a amené, en fait, à dessiner des tâches. Et en fait, je faisais ça sur des grandes feuilles. Et à la fin d'un de ces dessins, j'avais en fait bouquiné à la bibliothèque un livre sur le cabinet de curiosité.
Et il se trouve que dans une des gravures, en fait, il y avait quasiment la même forme que j'avais dessinée à ce moment-là. En tout cas, il y avait une revenance, en fait. Il y avait une revenance des formes. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai plutôt envisagé le dessin euh, à travers, euh, à travers des formules visuelles. Et voilà, enfin, je voulais juste savoir comment tu as accueilli cette nouvelle d'avoir été nominée pour le prix Drawing Now et peut-être boucler notre conversation qui a été passionnante. Ben, j'étais ravi. J'étais ravi. Puis au moment où je l'ai su, ça m'a fait remonter une image qui était la rencontre que j'avais fait avec Benoît Porcher, mon galeriste, au sein de ce salon, il y a une dizaine d'années, et avec qui on avait conversé autour justement d'André Raffray. Et il m'avait sorti à ce moment-là des dessins d'André Raffray. Et donc voilà, c'était l'image soudaine que j'ai eue. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Julien. Ça a été super Ouais. avec toi. Et écoute, à bientôt à Paris, j'espère. Merci, à bientôt.